Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr et dans cette vidéo, je vais vous présenter la Elegoo Neptune 2. Alors je vais pas vous mentir, je ne savais même pas qu'Elegoo faisait des machines FDM, donc à dépôt de filaments fondus. Il y a déjà eu une Neptune 1 puisque c'est la Neptune 2, mais même sur leur site, elles ne sont pas référencées dans les produits ni même dans la documentation. Donc c'est assez particulier comme démarche marketing. Mais voilà, ils vendent des machines FDM et ce sont des machines qui ne coûtent pas cher. Ce sont des machines entre guillemets low cost. Parce que là, donc on est sur une machine qui est affichée sur Amazon France à seulement 150 €. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est livré rapidement. En cas de problème, c'est généralement assez simple le SAV avec Amazon. Donc voilà, ça évite de faire venir des machines depuis la Chine et sur des sites que certaines personnes n'aiment pas utiliser. Donc c'est une machine que j'ai reçue par surprise, qui m'a été envoyée par Elegoo alors que j'attendais la Saturn que j'ai reçue un petit peu plus tard, dont je vais essayer de vous présenter le test assez rapidement. Donc j'ai joué le jeu, je l'ai quand même testé, j'ai pas fait des tonnes de print, des tonnes de réglages. La machine elle est livrée dans un carton de taille relativement raisonnable. Le poids c'est standard, c'est une machine qui fait quasiment 200 par 200 par 200 volume d'impression, on y reviendra par la suite. Donc elle est livrée complètement démontée et encore entre guillemets plus que d'habitude. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi, parce qu'on va détailler rapidement les étapes de montage. Je reviens rapidement sur le format de mes vidéos. Encore une fois, ce sera plus une présentation, un résumé ou un complément de la longue discussion que j'ai déjà postée sur le forum, où en général, je mets tous mes tests en live avec chacune des étapes et chacune des évolutions parce que j'y passe pas mal de temps. Je peux pas faire ça en une seule fois. Je fais ça sur mon temps libre. Encore une fois, lesimprimantes3d.fr, c'est pas mon job ni à moi, ni à Julien qui l'administre avec moi, ni à tous les modérateurs qui participent à la vie du forum. Donc voilà, je fais ça sur mon temps libre, donc je vais essayer de faire une vidéo assez rapide. Et si vous avez besoin de tous les détails, n'hésitez pas à aller consulter la discussion sur le forum et par la suite entre guillemets, le récapitulatif du test sur le blog avec la note, la conclusion, les points positifs et les points négatifs, même si je vais essayer d'aborder tout ça dans la vidéo. Donc la machine, elle est livrée démontée avec un packaging assez classique. On retrouve donc tout ce qui est outils, visserie. Donc on a tout ce qu'il faut pour monter en termes d'outils, de vis évidemment, mais d'outils. Donc on a du tournevis cruciforme, des clés BTR de différentes tailles et également avec des embouts. Je ne sais pas si on va le voir correctement à la caméra. Je vous mettrai des photos. Ce sont les embouts qu'on peut visser en biais. Donc ça c'est super pratique. Donc il y a tout ce qu'il faut en termes d'outils. On retrouve également une spatule pour décrocher les objets lorsqu'ils sont imprimés, une petite aiguille pour déboucher la buse si elle venait à boucher, une clé USB avec dont le contenu que je vous ai mis sur le forum, et c'est comme d'habitude des objets à imprimer en 3D, le logiciel, la notice de montage, PDF et également vidéo et aussi papier. On a une petite notice en papier, donc ça c'est pas mal. On a une buse de rechange et un pneu fit de rechange. Donc ça c'est à peu près tout pour le packaging. Et en termes de filaments, il ne m'avait fourni un tout petit échantillon de filament blanc, PLA blanc, que j'avais dû rebobiner parce qu'il n'était même pas sur une bobine et je trouve que c'est pas pratique à utiliser lorsqu'il n'y a pas de bobine. Il n'était pas long, donc c'est pas particulièrement compliqué. Donc voilà, directement après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué le montage. Donc le montage, il est relativement simple, même s'il est plus long que d'habitude et il est plutôt bien détaillé. Donc on commence tout simplement à installer les deux montants du portique de l'axe Z qui se vissent par deux vis de chaque côté par en dessous. Donc en dessous, c'est encore une fois pas super pratique. Il y a très peu de machines qui le proposent sur le côté, mais je trouve que c'est plus simple à monter plutôt que de devoir tout basculer, tenir, risquer d'abîmer. En parlant du dessous, on a 4 patins antidérapants, mais les quatre côtés du châssis, les 4 coins du châssis ne sont pas ajustables en hauteur. Donc il faut avoir un support qui est vraiment bien plat. Sinon, il va falloir rajouter des petites cales pour pas que la machine ne bouge et vibre lorsqu'elle imprime. Une fois qu'on a installé la base du portique, il faut installer l'alimentation 360 watts en 24 volts sur le côté du châssis. Donc ça, bon, rien de bien compliqué. Étape suivante de la documentation. Je suis toujours la documentation officielle. C'est installer, je ne sais pas si on le voit bien là à l'écran, je vous mettrai des photos, le N-Stop Z. Donc ça, on le met à la main et on le règle nous-mêmes. On doit le régler. Ensuite, on va quasiment finaliser l'axe Z en installant la tige filetée qui est juste derrière ce montant-là. Il n'y en a pas de l'autre côté, donc vous l'aurez compris, c'est une simple motorisation Z. On a un moteur en bas de cet axe-là avec un coupleur élastique en bas de la tige filetée. Donc pareil, la tige filetée, on l'installe sur le moteur où le coupleur est déjà préinstallé sur le moteur, mais on doit quand même visser le côté tige filetée. Et ensuite, on s'attaque à l'axe X qui est complètement démonté. Donc on a le profilé,
sur lequel il faut venir mettre dans un premier temps cette partie-là, cette extrémité-là, avec le chariot qui coulisse sur l'axe Z. Ensuite, on vient glisser le chariot de l'axe X qui bouge l'extrudeur. Donc vous l'aurez remarqué, c'est un extrudeur déporté type Bowden. On met la courroie sans la verrouiller sur le chariot, puisque derrière, il faut venir mettre cette extrémité-là du châssis de l'axe X, sur lequel, avec la poulie qui est déjà installée pour le coup, et sur laquelle on vient faire passer la courroie et se fixer se verrouiller sur le chariot. C'est pas bien compliqué, mais c'est un peu plus de boulot que d'habitude, où généralement tout cet ensemble-là est déjà prémonté et on a juste à le glisser sur l'axe Z. Et c'est d'ailleurs l'étape suivante, donc on glisse l'axe X sur l'axe Z. Ensuite, il suffit de venir finaliser l'axe Z avec cette partie-là du portique qui vient vraiment solidariser les deux montants. Derrière, on vient fixer le support de bobine. Donc le support de bobine, il est en haut, c'est bien, le filament arrive directement là où il faut. Mais encore une fois, ça prend vachement de place en hauteur. J'arrive même pas à le caler dans le cadre de mon appareil photo. Donc voilà, pourquoi pas. Après, imaginez un support sur le bas, comme on peut le voir sur la Creality CR6 SE, qui vient se rabattre si besoin. Voilà, je trouve que c'est plus pratique quand c'est sur le bas. Après ça, c'est fonction des usages, des besoins. Moi, c'est vrai que dans mon garage, dans mon atelier, j'ai les portes de l'établi qui viennent s'ouvrir, donc il ne faut pas trop que en hauteur ça gêne. Et ensuite, la dernière étape du montage, c'est de venir raccorder toutes les connectiques. Donc les connectiques, on a des petits repères à chaque bout, donc c'est assez facile. On a les trois moteurs X, Y, Z à brancher, le end-stop de chaque axe également qui n'est pas branché, donc celui qu'on a installé, le end-stop aussi de l'axe X qui est glissé là dans le petit cache, pas facile d'accès, le end-stop Y. Et pour finir, il faut brancher la lime. Donc l'alimentation, elle est raccordée avec, on ne le voit pas là, pareil, je vous montrerai des photos, avec un connecteur XT60. Et on n'oublie pas le PTFE avec la petite bague de sécurisation bleue que j'ai pas mis sur les photos du forum de mémoire parce que j'avais oublié de l'installer. Donc ça, je l'ai rajouté après. Voilà, le montage, pour un initié, ça va vite. Pour un débutant, c'est bien documenté. Un débutant qui aura su chercher, qui saura chercher en parallèle sur Internet, pareil, il s'en sortira sans aucun souci. Et ensuite, il faut donc attaquer les réglages. Donc en termes de réglages, on a chacune des courroies à tendre comme il faut sans tendeur. Donc ça, c'est pas hyper pratique. On revient un petit peu entre guillemets à l'ancienne. Donc la courroie axe Y en bas du lit et la courroie de l'axe X. Avant ça aussi, il faut effectuer d'ailleurs, c'est mieux de le faire, le réglage des excentriques pour que les roulettes viennent bien naviguer dans les profilés sans forcer, sans point dur et surtout sans que ça bouge. Donc ça, on a les excentriques de l'axe X, du chariot aussi Z et également du lit. Et on a les clés qui sont fournies pour les régler. Comme souvent, les clés sont très courtes, donc c'est pas pratique sous le lit d'aller chercher les écrous. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Si vous ne savez pas comment régler tout ça, encore une fois, n'hésitez pas à consulter le forum. Il y a beaucoup d'infos sur toutes ces étapes. C'est pour ça que je vais pas revenir à chaque fois que je vais faire un test en vidéo. Et ensuite, le lit. Donc le lit, je vais quand même enlever tous les objets qui sont dessus pour vous en parler. C'est un lit de 220 par 220. Et sur le Z, on a 250 mm de hauteur. Donc ça fait 22 par 22 par 25. Le lit, il est amovible. Il tient avec 4 petites pinces assez classiques. Hop. Donc il tient bien. Il est chauffant, je vous en ai pas parlé. Il peut chauffer jusqu'à 100 degrés. La buse, elle, peut monter jusqu'à 260. C'est pas du full métal, donc on a du PTFE qui descend jusqu'en bas. 260, c'est un peu chaud, même avec du Capricorn ou du PTFE de bonne qualité. Donc voilà, il faut éviter peut-être de monter à 260. La connectique derrière est plutôt bien sécurisée. Elle passe dans de la gaine tressée. C'est pas le plus beau management de câble que j'ai vu, mais c'est relativement clean. En parlant de ça, ils nous fournissent aussi des riselants pour venir fixer tous les câbles qui pourraient bouger avec les axes. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Et donc le lit, voilà, il est amovible. Il a une texture je pourrais qualifier un peu de, c'est goudronné, c'est râpeux, c'est pas lisse, ça tient très bien. Il est magnétique, donc ça c'est cool pour retirer les objets, ça facilite vraiment la tâche. Il est chauffant, donc je vous ai dit, 100 degrés, il n'est pas isolé. Après, vous avez peut-être pu voir, on a posté dans un des récapitulatifs hebdomadaires de l'impression 3D, de l'actu de l'impression 3D, un comparatif de consommation d'énergie des imprimantes réalisé par la chaîne Poly Workshop. Donc, il aborde les différentes tensions d'alimentation des lits et également les lits isolés ou pas isolés. Et ça ne change pas grand-chose. Ça va peut-être chauffer un petit peu plus vite, ça consommera pas forcément beaucoup plus. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais je tenais à le préciser, le lit n'est pas isolé par le dessous.
Vous l'aurez peut-être remarqué, on ne voit pas de buse, on ne voit pas de capteur inductif ou autre. Il n'y a pas de mise à niveau automatique du plateau. Donc on est donc sur une mise à niveau manuelle avec les classiques 4 roulettes, avec des petits indicateurs up, down et des flèches. Malheureusement, les roulettes sont trop petites et pour les lire, ces indicateurs-là, c'est pas pratique. Donc voilà, bon, on est sur une machine clairement low cost. Il va y avoir, je pense, si la communauté, si elle plaît à la communauté, pas mal d'améliorations qui arriveront. Typiquement, bon, ça existe déjà. On peut trouver des plus grosses roulettes pour d'autres machines, mais ça s'adaptera tout à fait puisque ce sont les mêmes, les mêmes tailles de vis. Donc voilà. Après, encore une fois, voilà, la machine n'est pas chère, mais on peut l'améliorer, mais ce n'est pas impératif pour qu'elle fonctionne. Donc j'ai fait mon petit leveling à la main. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'ai pas trop forcé sur la façon de faire. Et ensuite, j'ai fait la mise sous tension et j'ai lancé l'impression du premier objet. Et ce premier objet, comme d'habitude, c'est un petit cube. Donc je vous ai mis des photos sur le blog. Hop, le petit cube, on peut quand même le regarder rapidement. Voilà, il est bien sorti, très bien sorti, pas de problème d'adhérence. Les cotes étaient bonnes. La dernière couche, limite, mais ça je pense que c'est propre à l'objet qui est pas facile. Il doit falloir modifier des réglages pour que ça vienne se faire sur les petits trous là qu'on peut voir sur le dessus qui sont pas remplis. C'est le seul objet que j'ai imprimé depuis la carte SD. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le même cube avec le profil Simplify 3D par défaut. J'ai juste renseigné le volume d'impression de la machine. J'ai lancé le cube. Il est sorti globalement de la même manière. Hop, voilà. Après, je vais pas m'attarder sur les objets sur la vidéo. J'ai pris des photos, j'ai posté tout ça sur le blog et sur le forum. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc, le profil Simplify 3D, il est passé nickel avec le cube. Ce que j'ai fait, c'est que là, je l'ai pas puisque c'était j'ai imprimé un pattern de leveling pour vérifier que le lit soit bien plat. J'ai également vérifié avec mon niveau qu'il n'y ait pas de creux. Le lit a l'air relativement plat. Mon leveling de base était un petit peu moyen sur ces deux coins-là. J'y ai pas touché. J'ai pas touché à l'offset. On peut régler l'offset Z dans les paramètres de l'écran. L'écran est très bien fait. Il est en couleur, il est tactile, il est réactif. Les menus sont intuitifs. Donc j'ai imprimé ces deux petits cubes qui se sont bien passés. Et ensuite, j'ai fait comme d'hab mon gros test de bridging. Donc j'avais oublié d'enlever le cube au milieu quand je l'ai slicé. C'est pas grave, ça s'est pas trop mal passé. Le bridging est pas mauvais. Le remplissage sur les longs ponts n'était pas forcément génial. Mais je me suis aperçu, on le voit mieux sur les photos, mais le rond n'était absolument pas droit. Et en fait, j'avais pas dû resserrer correctement ma courroie de l'axe X parce que elle était complètement détendue. Donc pour les prints suivants, je l'ai réglé. J'ai bien vérifié aussi que celle de l'axe Y était bien serrée. En parlant des réglages et du leveling, il fallait surtout pour le leveling bien venir régler le end stop Z de manière à ce que la buse ne vienne pas taper dans le lit. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai serré quasiment au maximum les molettes. Et ensuite, je suis venu poser en bougeant l'axe Z à la main la buse sur le lit jusqu'à ce que le capteur s'allume. Il s'allume lorsqu'il est enclenché. Ensuite, j'ai serré la hauteur du capteur Z et j'ai réglé, j'ai ajusté après les quatre coins et le centre avec les molettes. Ça, c'est une procédure, hein, même les capteurs à la main, c'est pas les capteurs à régler à la main de Z de fin de course. C'est pareil, hein, il y a beaucoup de tutos, c'est déjà expliqué à maintes reprises, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc j'ai réglé les courroies et j'ai lancé le fameux torture test de Kickstarter. Globalement, il est plutôt clean. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de surextrusion. Je ne sais pas si on va bien le voir. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même toutes les faces, même s'il y a le blog. Voilà, les overhangs sont pas mauvais, l'impression dans le vide se passe bien. Là, les cotes sont bonnes, les cercles sont bien. Au niveau tolérance, on est pas mal parce que voilà, il y a qu'un seul des petits cylindres qui n'est pas sorti. Le plus gros défaut de cette impression là, c'est le stringing. De mémoire, ils mettent quand même 7 de rétractation sur leur profil Cura. C'est beaucoup, non, c'est peut-être pas beaucoup moins, je crois que c'est 6 par défaut sur Simplify 3D. Bon, évidemment, on est en Boden, donc faut rétracter un peu plus qu'en Direct Drive. Je suis passé à 8 de tête. Comme d'habitude, mon profil sera disponible dans le test sur le blog. J'ai refait un test à 8, 0 post-production. Mince, il m'en manque un petit. Bon, je vous ai mis des photos, j'avais fait un premier stringing test, j'ai pas fait gaffe à l'échelle, il était tout petit, donc j'en ai fait un deuxième. Et là, vous pouvez le voir, il y a 0 post-traitement, j'ai rien enlevé. On en voit un tout petit peu, mais c'est très propre. Voilà, il y a quasiment plus de stringing
de cheveux d'ange. J'ai donc monté jusqu'à, je crois, 8 en distance et la vitesse est assez élevée. Je crois que c'est 60 mm/s. Donc voilà, j'ai pas trop l'habitude du Bowden. C'est pour ça aussi que je préfère le direct drive. Je suis pas un expert en réglage de trancheur et d'ailleurs voilà, je suis presque resté par défaut. C'est aussi pour vous donner un retour d'expérience sur une machine par défaut qui, encore une fois, on va pouvoir améliorer aussi bien au niveau du matériel et surtout au niveau des réglages du trancheur qui sont propres à chaque machine, chaque calibration. Voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Donc ce petit KKS Torture Test, il est plutôt bien réussi. Les impressions vertes, c'est du PLA de chez Strong Hero 3D qui nous avait envoyé pas mal de bobines il y a quelques temps pour, entre guillemets, sponsoriser nos tests. Donc je le répète encore une fois, moi c'est un PLA qui me convient très bien, qui s'imprime bien, qui est de bonne qualité. Et voilà, je le redis, il m'a été donné par Strong Hero 3D. Hein. Donc libre à vous de l'essayer, de l'acheter. C'est pas moi qui vais vous l'imposer ou vous le forcer. En tout cas, j'ai pas d'écueil avec. Et voilà, après ensuite j'ai encore fait un test en PLA. C'est le Mashup Cube qui est aussi très compliqué à installer, surtout à pleine échelle comme ça. Je ne l'ai pas réduit. Je vous mets le STL comme d'hab sur le blog. On a les différentes faces. On peut encore voir le bridging qui est bien fait. Hop, le dessus, la dernière couche qui là pour le coup est bien clean. Et le dessous, voilà, un petit peu moins bien réussi, mais globalement quand même le dôme inversé sans support c'est bien passé. Et à l'intérieur, on a la pyramide inversée qui est aussi sortie sans tomber. Donc globalement, avec des réglages par défaut, elle s'en est bien sortie avec ce gros cube qui est compliqué à installer, à imprimer encore une fois. Je peux vous renvoyer vers le test de la CR10V2 qui avait été fait par France IP, ou aussi il l'avait fait. Il le dit aussi, hein, même la CR10V2 qui n'est pas du tout au même prix. Bah voilà, c'est des impressions qui sont pas faciles à faire. C'en est tout pour mes tests en PLA. Et ensuite, je suis passé au PETG. PETG, je n'ai absolument pas adapté les réglages du trancheur. Je me suis pas embêté, j'ai juste monté un petit peu la température, mais j'ai imprimé avec les mêmes réglages que le PLA. Donc, encore une fois, on peut clairement, je pense, faire mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette impression-là sans support, un espèce de porte-bijou. Hop. La première couche, vous voyez, hein, elle est nickel. Elle n'est pas tout à fait lisse. Il y a un petit peu de stringing, mais surtout, voilà. Ici, je sais pas ce qui s'est passé sur cette pointe-là, uniquement sur cette pointe-là, parce que les autres sont plutôt bien faites. On a eu un petit souci ici, c'est comme s'il y avait eu un bouchage, parce que c'est vide au milieu et que ça s'était débouché en cours. Il y a pas mal de rétracts, c'est pas génial en PETG, c'est déconseillé. La ventilation était sûrement trop élevée aussi. Donc voilà, mais pour un profil PLA, bah, le PETG c'est bien imprimé. J'avais aussi un projet pour mon autre site, wirfpv.fr de drone. Donc j'ai imprimé ce petit bout de châssis. Je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment, mais voilà, ça avait besoin d'être un petit peu solide. L'imprimante était chargée avec ce filament. Je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai mis le STL dans le trancheur, réglage quasiment par défaut, et c'est sorti sans problème. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai aussi imprimé, je vous mettrai une petite photo, un adaptateur qui me permet de fixer un ventilateur 40 mm sur l'appareil avec lequel je filme, parce qu'on est sur du matos quand même Sony, c'est un Sony ZV-1, c'est pas donné, et le truc en 4K, il ne permet pas de filmer plus de 15-20 minutes parce qu'il surchauffe. C'est un problème qui est abordé sur toutes les chaînes YouTube, sur tous les forums. Il n'y a pas de grosse solution à part mettre un ventilo qui tourne pas vite. J'ai mis un petit Noctua histoire de pouvoir filmer plus que 15 minutes sans avoir à attendre que ça refroidisse et reprendre ma vidéo. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Je peux pas vous le mettre puisque cet objet-là, il est sur l'appareil qui filme. Je vous mettrai une photo. Donc voilà, ça ce sont les tests en PETG. J'ai aucune impression qui a foiré, aucun problème d'adhésion d'adhérence. Adhésion, aucun problème d'objet qui ne colle pas sur le lit. Voilà, j'ai pas imprimé des tonnes d'objets non plus. Je peux pas vous faire un retour sur la durabilité et la fiabilité, mais globalement là j'ai eu aucun souci. Et j'ai fait un seul objet en TPU. Même chose pour les TPU, c'est le même profil que le PLA et que le PETG. PETG, je vous en ai pas parlé, mais vous voyez peut-être. Pour le coup, c'est pas Strong Hero, mais c'est du PETG qui m'a été envoyé par Composant. Hop, la boutique a rouvert il y a quelques temps, Composant, et c'est du Material Z. Pareil, aucun souci sur leur filament, ça fonctionne bien. Et là, c'est du TPU que j'ai acheté personnellement, ce coup-ci, du SainSmart, parce que j'imprime beaucoup de TPU pour le drone. Et donc voilà, j'ai du TPU rouge, et c'est l'objet, je crois, qui était le mieux imprimé. C'est le plus clean, le plus joli. Bon, j'ai toujours eu plus de facilité personnellement à imprimer du TPU, surtout en direct drive. Encore une fois, on est sur un Bowden, et là, même en Bowden, le TPU sort super bien. Je vous ai mis des photos, mais voilà, vous pouvez le voir, il est hyper lisse, zéro support.
On peut voir que le sac à dos, alors que si je mettais des supports à 45 degrés, il me les générait, donc le sac à dos est bien dans le vide. Voilà, la première couche sans support avec les petits crampons qui sont bien passés. Voilà, et évidemment, donc comme je vous le disais, c'est du filament souple. Voilà, on peut le plier. Donc clairement, elle est tout à fait adaptée à ce type de filament, même si c'est peut-être pas l'idéal en termes de performance et de fiabilité. Tous ces profils-là, non, toutes ces impressions-là avec le même profil, 60 mm par seconde. C'est le profil par défaut de Simplify 3D. Ça sort bien, vraiment, il n'y a aucun souci, j'ai pas eu de bouchage. Par contre, je revoyais là, la bobine, le capteur là on a un capteur avant de rentrer dans l'extrudeur, on a un capteur de filament. Le filament passe bien dedans, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de butée, que ce soit du souple, du dur ou du un peu tordu, ça rentre bien. Par contre, là, le filament transparent, le capteur, je ne sais pas pour quelle raison, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc optique, filament transparent, ou alors c'est parce qu'il est trop souple, je sais pas. C'est comme si le filament n'était pas détecté. Aucun problème avec le PLA vert qui est opaque. Par contre, même problème avec le TPU rouge qui est aussi du TPU transparent de chez SainSmart. Voilà, c'est le rouge et le bleu transparent n'étaient pas détectés par le capteur de filament. Donc, tout simplement, je l'ai débranché, ça ne met pas la machine en défaut et c'est juste simplement qu'il n'est plus utilisé. Donc ça, c'est un détail à savoir. Et également, le gap entre le capteur de filament et l'extrudeur, ça c'est comme toutes les machines que j'ai testées en Bowden. C'est pas toujours pratique de bien insérer le filament et que ça tombe pile poil dans le trou de l'idler. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Une fois que c'est passé là-dedans, après on pousse le filament, l'insertion se fait bien. On peut le faire soit depuis l'écran, soit en débrayant à la main l'idler, le tendeur de l'extrudeur. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit de mon expérience avec la Neptune 2, que je réfléchisse. Je vous ai pas parlé de l'électronique. On est sur une carte mère Robin Nano V1.2 de mémoire, c'est une carte mère 32 bits. Je vous ai mis des photos de l'entraille sur le blog, sur le topic du forum comme d'habitude. Donc si ça vous intéresse un petit peu plus les détails techniques, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et on a des drivers qui ne sont pas les mêmes sur tous les axes, comme sur la Tycoon. Le X et le Y sont super silencieux, il n'y a pas de souci. Le Z fait plus de bruit. Encore une fois, quand on imprime, on passe sur des pas qui sont généralement de 100 voire 200 microns. Donc ce sont des tout petits déplacements qu'on n'entend pas. Par contre, si on fournit un print à 25 cm de haut, lorsqu'il va aller faire son homing, il va descendre sur toute la longueur du Z. Et là, on l'entend, ça fait du bruit. Les mouvements ne font pas de bruit. Par contre, la ventilation de la lime, là, elle vient tout gâcher. Le radial, il y a un ventilateur radial qui refroidit l'électronique. Il n'est pas trop bruyant. Par contre, la lime, lui, on l'entend pas mal et c'est assez gênant quand même. C'est vrai que c'est un petit point négatif. Voilà, après, on est sur une machine low cost. Donc, low cost mais efficace. Mais on a entre guillemets, les inconvénients qui vont avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'options type les tendeurs de courroie, les plus grosses molettes, le lit magnétique. Déjà, on lit un amovible, ce qui est pas mal. Le lit magnétique, des petites choses comme ça. L'ABL, l'auto-bed leveling, la mise à niveau automatique du plateau, même si sur un plateau de cette taille-là, à partir du moment où il est plat, on n'a pas besoin de venir faire un nuage de points avec X points pour avoir une impression ondulée. Voilà, si le plateau est de bonne qualité, qu'on prend soin de faire un bon leveling à la main, normalement, il n'y a pas de souci. Et en plus, on ne vient pas le dérégler en forçant sur le retrait des objets puisqu'on peut enlever le plateau. Donc, il n'y a pas de point noir pour moi pour cette machine. Elle est efficace, elle fait largement le taf pour son prix. Elle n'est pas compliquée à monter, c'est bien documenté. Et Elegoo a quand même aujourd'hui une bonne communauté, surtout en résine. Mais voilà, c'est pas un constructeur inconnu. Donc je n'ai pas de contre-indication à acheter cette machine-là. Personnellement, je l'aurais pas acheté pour la simple et bonne raison que je préfère les machines qui sont en direct drive. Je trouve l'extrusion plus consistante, le rétract plus facile à régler et surtout pour l'impression de filament souple. Après voilà, c'est fonction du besoin, fonction du budget. Pour moi, la Elegoo Neptune 2, c'est une bonne petite FDM. Pour les connaisseurs, elle ressemble pas mal à la Ender de chez Creality. Elle a aussi des petits airs de longueur. Je crois que c'est la LK4 qui est dans cette même gamme-là. De toute façon, visuellement, elles se ressemblent un petit peu toutes. Voilà, elle vient concurrencer clairement ces machines-là sur le secteur bas de gamme. Bas de gamme, sans que ce soit péjoratif. Hein. C'est vraiment parce que on est sur des options et du matériel qui va avec le prix, mais ça reste efficace. Voilà, ça va être le mot de la fin, une machine low cost mais efficace, sans gros écueils.
Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça aide pour le référencement, surtout sur le format de la vidéo, le format de mes tests. Si vous avez des conseils, des critiques, n'hésitez pas, je suis preneur pour améliorer les prochaines. Et surtout si vous voulez voir les prochaines, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, c'était Motard Geek pour lesimprimantes3D.fr.